Vous sentez au plus profond de vous qu'il est temps de changer, de devenir enfin la meilleure version de vous-même? Dans cette masterclass exceptionnelle, Luc Baudin, expert reconnu en développement personnel et ancien médecin, vous révèle comment accomplir votre légende personnelle. Découvrez les secrets de la force de la pensée, les clés pour élever votre niveau vibratoire et des techniques éprouvées pour transformer votre vie. Pour assister à la masterclass, cliquez sur le lien en haut à droite de l'écran ou en description de cette vidéo. Le désert, c'est vraiment la dématérialisation. Mais par exemple, la Provence, que nous faisons toujours au même moment dans l'année, c'est-à-dire vraiment la pleine lune du Vésac est une pleine lune, la pleine lune la plus transformatrice de l'année. Là, c'est aussi une renaissance. C'est la renaissance de la nature, c'est une renaissance pour nous. Là aussi, l'énergie de la Terre, les vibrations de la Terre à cet endroit-là, qui sont connues depuis l'Antiquité, vont avoir un effet de nettoyage. On passe au Karcher, quoi. C'est le grand nettoyage de printemps pour renaître à autre chose. Chers amis, bonjour à tous, bienvenue, merci d'être avec nous. Belle rencontre, encore une fois, installée sur les canapés. C'est un couple que nous recevons. Vous allez voir qu'ils ont plein de points communs et vous allez voir aussi qu'ils ont un parcours de vie et c'est ce qu'on aime particulièrement dans les rencontres. Vous racontez comme ça des histoires et des parcours de vie inspirants. Lorsqu'on décide de changer de cap dans sa vie, de prendre des directions, alors soit la vie vous l'impose, soit vous décidez à un moment donné que c'est nécessaire, parce que sinon ça pourrait légèrement être contrarié par la suite. On va les accueillir, c'est Christophe Dubus et Carole Damy sur les canapés. Bonjour à tous les deux. Bonjour Marc. Ça va ? Bonjour Marc, ça va bien ? Bienvenue, je suis ravi de vous accueillir. Est-ce que déjà dans l'introduction de ce que j'ai dit, vos parcours de vie, alors vous avez plein de points communs. Vous savez que vous avez plein de points communs ? On s'en est un petit peu rendu compte. mais dans vous allez voir, même des points communs, alors évidemment, puisque je disais que vous êtes un couple, mais plein de points communs dans vos parcours de vie respectifs. La première chose que l'on a en commun, c'est nos initiales. Exactement. CD. CD au carré. Et c'est s'aimer au carré aussi. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Comment est-ce que vous vous considérez ? Alors, sur la fiche de production qui permet de préparer l'émission, vous vous définissez comme des thérapeutes de l'âme. Est-ce que vous vous définissez comme ça, Carole ? Tout à fait. Tout à fait, parce que finalement, les gens qui viennent nous voir, c'est parce qu'ils ont mal à l'âme. Ils ont quelque chose qui est justement déséquilibré, ils ne savent pas trop mettre de nom dessus. Et retrouver ce chemin de l'âme, c'est la première chose que nous allons faire ensemble. Justement, je disais les points communs que vous avez. Moi, j'en ai noté 5. Alors, vous allez me dire si d'abord on est raccord. Vous allez voir qu'au travers des personnalités de Christophe et Carole, le premier point commun, d'abord, c'est la nature. Vous aimez la nature, vous aimez les grands espaces, vous aimez, et notamment, l'amour de la montagne. Tous les deux, vous avez l'amour de la montagne. Pourquoi pour vous ? C'est mer et montagne. Moi, j'aime bien les deux. Ouais, mais montagne. La montagne, parce que c'est un endroit qui est très exigeant. C'est un endroit où on doit se préparer. Une fois qu'on est parti en montagne, si on n'a pas le petit fil qui va bien, le petit couteau pour couper le champignon, on est perdu. Donc, il y a une préparation. Et une fois qu'on est parti, c'est vraiment s'adapter à ce qui vient. L'orage, le soleil, être tout préparé à tout. Et le côté nature, évidemment, chez vous. Alors, autant vous dire que dans les expéditions que vous avez pu faire, dans les endroits dans lesquels vous êtes retrouvés, alors je parle du Grand Nord canadien, du désert marocain, des expéditions polaires et autres, la nature, là, on y est, là. La nature est complètement présente. Et pour moi, c'est ça, c'est reconnecter à la nature pour reconnecter à sa propre nature. On s'appelle des passeurs de nature. On a envie vraiment de remettre la nature au cœur de la vie des gens. Et on le vit, nous, quotidiennement. C'est-à-dire que moi, je deviens peu à peu asphalto-allergique. C'est-à-dire que j'adore vivre dans la ville. Sympa, et quand je reviens en ville à Paris, là, il me manque de l'herbe, il me manque des oiseaux, il me manque... Il y a quelque chose là qui devient vital pour moi. Ouais. Le Mercantour, Carole ? Moi, c'est mon enfance. J'ai grandi là-bas et moi, la montagne dont vous parliez, c'est aussi les sommets, c'est la résilience, et puis c'est avoir une vue d'ensemble. Et je pense que j'ai toujours eu cette attirance pour le sommet, le suivant, pour voir toujours plus loin, toujours plus haut. Et moi, j'ai grandi là-bas, donc le Mercantour, c'est toute ma vie finalement. Deuxième point commun dans vos parcours respectifs, c'est la performance physique. Vous êtes OK avec ça, Carole ? Moi, je dirais plus le goût du risque. Et c'est vrai qu'aussi la discipline liée à la danse, c'est vrai. Ouais. Le sens du corps, peut-être. L'importance du corps, l'importance de l'écoute du corps qui, moi,
Je n'ai pas tellement écouté finalement, ça a failli me coûter très cher. Mais Vous avez fait le conservatoire, Conservatoire, 7 oui. ans. Oui. Avec l'exigence, la discipline que ça représente. C'est une école de vie, le conservatoire. Et aussi peut-être le côté dépasser la douleur, et ça, c'était un peu déséquilibré. Et tout à l'heure, je parlais de Christophe avec les expéditions, mais vous avez votre lot d'expéditions aussi. Vous avez fait les choses, vous. Oui, tout à fait. Le tour du monde. Rien que ça. Enfin, rien que ça. Je fais un petit tour du monde, tranquille. Mais tout ce qui est escalade, spéléo, canyoning, évidemment, on va voir pour quelle raison ça vous a profondément marqué, mais ça aussi, le dépassement de soi et ça veut dire que dans votre accompagnement, cette dimension physique du corps, elle est importante ? Elle est surtout importante, non pas pour se dépasser, parce que ça, je pense que je l'ai dépassé, justement, parce que j'allais trop loin. Ouais. Parce que le point commun qu'on peut avoir, justement, c'est la découverte. C'est plutôt ça, découverte. Découvrir, explorer, dépasser les limites. Ouais. C'est plutôt l'écoute du corps, dans le respect du corps. Parce que, justement, je suis peut-être allée trop loin. Mais ça veut dire que dans votre accompagnement, et on va voir tout ce que vous préconisez, notamment dans ces voyages immersifs et ces retraites, je ne sais pas si je dis le bon mot, des retraites spirituelles, je ne sais pas si vous aimez ce mot. On aime bien dire séminaire. Un séminaire parce que c'est l'ère des semis. C'est là où on sème et on peut récolter après. Oh, c'est un poète, hein, je comprends. Je comprends. Mais ça veut dire qu'il n'y a pas de dépassement de soi, j'allais dire physique ? C'est plus dépassement de nos croyances, dépassement de nos peurs. Et évidemment, ça passe aussi par le corps. C'est-à-dire que parfois, des personnes se posent des limites. On a eu le cas d'un jeune homme hémiplégique de naissance, et lui n'avait jamais marché dans la nature parce qu'il pensait que c'était pas possible. Donc, il l'a fait et il s'est rendu compte que c'était possible. Ou une personne de 70 ans qui ne marchait qu'en ville et qui pensait qu'elle ne pourrait pas monter à la Sainte-Victoire. Elle est montée, elle s'est rendue compte que c'était possible. Comment la personne hémiplégique a pu marcher ? Elle a pu marcher parce qu'elle est paralysée que d'un côté, et que de l'autre côté, ça marche. Okay. Et justement, on est dans le respect, c'est-à-dire c'est un dépassement de soi dans la douceur. C'est pour ça que c'est pas une performance, c'est une persévérance. Et on a vu la réaction du groupe qui a pris soin de cette personne qui était abîmée, qui pouvait pas marcher. On a pris le temps. Et très souvent, quand on voit sur les chemins marqués 4 heures, nous, on met 8 heures. Il n'y a pas cette idée de performance. Mais on le fait, c'est ça. Et l'idée, c'est d'aller traverser ses peurs, pour rencontrer la nature au rythme de la nature. Et pas au rythme de ce que l'homme a décidé qu'il fallait 4 heures pour monter là-haut. Et on va voir évidemment les différentes destinations, les voyages que vous proposez. Il y en a 5 par an, c'est ça ? Tout à fait, oui. Chaque année. J'ai l'impression, alors on ne se connaît pas, mais j'ai l'impression, dans vos énergies respectives, ce que je ressens là, c'est qu'il y en a un, des deux, qui est beaucoup plus dans l'exaltation et dans l'énergie plus que l'autre. Au hasard. Vous voyez ce que je veux dire ? Complètement. Christophe, il est comme ça. Tout à fait. Je le ressens comme ça. C'est le zébulon. C'est pop. On fait. Non, mais vous voyez ce que je veux dire ? Je ne sais pas si on doit être peut-être de la même génération ou vous êtes un peu plus jeune que moi, mais il doit y avoir. Vous avez connu le dessin animé Zébulon. Bien sûr. Tournicotis, là. Bien sûr. Je vous vois plus comme un zébulon. Alors que Carole a plus ce côté plus apaisé, plus détendu, plus posé. Ou alors c'est un faux apaisement. J'espère que c'est vrai. En tout cas, moi, je le ressens, mon apaisement. Je n'ai pas toujours été comme ça. J'étais plutôt du côté frénétique. Mais c'est vrai que tout ce chemin m'a appris à me poser, oui. Et dans notre groupe, moi, je revendique le mot de Ephata. Ce qui veut dire ? Ephata, en araméen, ça veut dire celui qui ouvre la voie. Et donc, je me sens un peu comme quelqu'un qui porte la lampe et qui montre les chemins. Donc, effectivement, j'ai besoin d'aller voir celui-là, l'autre. Et je laisse les gens choisir leur propre chemin. Je ne suis que le montreur de lumière, le passeur de nature, pour que chacun trouve son propre chemin. Donc, effectivement, j'ai ce côté énergisant pour moi. Et j'espère que je communique aussi ça aux autres. Parce que pour monter là-haut, parfois, il faut de l'énergie. Donc, ça m'arrive souvent de prendre le sac de l'autre, d'accompagner, d'avoir 2 gourdes pour donner à boire à l'autre. Il y a ce côté généreux en moi qui me donne beaucoup d'énergie. Et effectivement, ça rayonne. One thing for sure, life is so simple. Get up in the morning, be grateful. Be grateful. Grateful. Don't have expectation. The moment you have expectation, and if it is not fulfilled, you become so unhappy. So I always say, whatever you do in life, just have 2 things. It can be, it cannot be.
But be happy with both. So living moment to moment without expectation much is the best way of living, because for me, everything is happening now. On va détailler évidemment les voyages, on va détailler aussi de quelle manière vous en êtes arrivé à être les, comment vous dites, les thérapeutes de l'âme et surtout les passeurs de nature. Hein, c'est comme ça que vous vous définissez. Mais autre point commun que j'ai remarqué aussi en préparant l'émission, c'est l'international. L'international est à compter pour vous, Carole. L'Italie, l'Espagne, la Suisse, ça, ce sont des pays dans lesquels vous vous êtes formés, vous étiez en immersion vraiment dans ces pays-là. Oui, j'ai vécu dans tous ces pays. Dans ces pays-là, ouais. Oui, et je pense que le goût de l'international est venu justement au moment du tour du monde et que cette envie d'explorer, de découvrir, et maintenant nous explorons l'invisible qui est un domaine sans fin. Après avoir fait le tour du monde, il faut aller plus loin, quoi. Aussi cette envie d'aller plus loin. Ça, c'est effectivement un point commun qu'on a tous les deux. L'international, Christophe ? Pour moi, c'était la mission du service militaire que j'ai réussi à transformer en mission de travail auprès de l'ambassade de France en Syrie, à Damas. Et quand je suis parti là-bas, mes copains m'ont dit « mais tu vas mourir, c'est des terroristes et tout ». Et quand je suis arrivé là-bas, j'ai rencontré des gens qui avaient un cœur énorme et qui parlaient une langue qui paraissait difficile, mais quand je regardais dans le dictionnaire, ils me souhaitaient un matin de lumière. Et moi, je devais répondre « je vous souhaite un matin de fleurs ». Et ça a changé ma vie dans la perception de l'autre. L'autre a toujours tort parce que c'est l'étranger, c'est l'autre, hein, disaient des proches. Mais il y a quelque chose derrière ce côté étranger, il y a une âme, il y a un cœur, il y a quelque chose et là on rejoint la nature qui est la nature humaine. Oui. Et moi j'ai été invité, voilà, à me façonner face aux autres. Et après j'ai trouvé un job dans l'export où j'avais comme zone l'Europe de l'Est et le Proche-Orient. C'est deux mentalités complètement différentes, mais à chaque fois je devais écouter leur propre manière de faire pour m'adapter à eux. Et je me souviens, en Égypte, il y avait un de mes clients qui me disait « Moi, j'aime beaucoup travailler avec vous, monsieur Dubusse, parce que vous donnez vos prix avec des fleurs. Et je trouve que ça a changé. Et c'est ça l'idée pour moi, c'est de s'adapter à ce qui est en face, d'écouter cette nature. Alors, quand on vous entend comme ça, on a hâte de parler de ce déclencheur, c'est-à-dire l'instant où vous avez pris conscience qu'à un moment donné, il fallait peut-être, comme je le disais dans l'introduction, changer de mode de vie, changer de voie, changer de direction pour être vraiment raccord, en adéquation, aligné, comme l'on dit, avec ce que vous êtes aujourd'hui. Autre point commun, c'est, et on va le voir donc ce déclencheur dans un instant, le business. Vous connaissez le business, tous les deux. Oui. Carole ? Oui, moi j'ai fait une école de commerce, donc parcours classique à la française, je dirais, la fameuse voie royale. Et j'appréciais, je pense que l'humain, en fait. C'est-à-dire que moi j'étais dans l'export, avec là aussi, comme Christophe, les différences culturelles, s'adapter, comprendre. Et puis la partie créative du commercial aussi, de pouvoir trouver des portes d'entrée là où il n'y en a pas. Et là où il y a, je trouve, un petit paradoxe, c'est qu'il est inscrit dans votre description, sur la fiche de production, une businesswoman coriace. Oui, coriace. Oui. Vous n'avez pas les traits de quelqu'un de coriace, pas du tout. Et on se dit, ah bon, mais comment se fait-il ? Vous voyez ? Ou alors, est-ce que ce changement de vie dont on va parler dans un instant fait qu'aujourd'hui, vous êtes différente de la businesswoman coriace que vous étiez ? Oui, je suis différente. Oui. Oui, mais parce que j'étais dans un monde où j'étais très jeune, avec beaucoup d'interlocuteurs masculins, notamment les Coréens. Donc, dans leur culture, une femme jeune, c'est simplement, ça n'existe pas. Donc, il fallait exister dans les yeux de personnes qui voulaient vous rabaisser, quoi. Donc, effectivement, coriace, déterminée, et aussi infatigable, je pense. J'avais une énergie incroyable. Mes clients espagnols me disaient « Tu voyages plus qu'une cuillère ». Vous savez, les cuillères. Et c'était ça. Je ne dormais pas 2 nuits au même endroit. Et c'est aussi un point sur lequel on se retrouve, c'est notre côté nomade. Hey. Alors justement, Christophe, business, frénétique, ambitieux. Ah oui, il y avait quelque chose en moi de réussir, de montrer qu'on pouvait transpercer les choses qui étaient écrites comme impossibles. C'est cette phrase de dire ils l'ont fait parce qu'ils ne savaient même pas que c'était impossible. On m'a envoyé en Pologne pour remonter une boîte qui était en
en perdition, on va dire. Et quand je suis parti, il y avait 8000 personnes. On faisait 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Et ça, je l'ai fait justement en écoutant mon client, en écoutant mes équipes, en leur donnant la possibilité de s'exprimer. Et par exemple, j'ai fait un voyage dans le désert avec mon équipe, et ça a été quelque chose de basculant. Je parlais de cette idée d'un déclencheur. Il y a eu quelque chose qui s'est passé dans le désert, où on est revenu après une semaine dans le désert, où on n'a pas parlé business, on n'a pas parlé plan à 5 ans, on n'a pas parlé de marge, et quand on est revenu, on était tellement soudés, tellement ancrés dans cette nature, qu'on a pu la transmettre dans la réalisation de nos produits, de notre mise en place, et donc de la compréhension du client. Alors quand on se retrouve et qu'on a un petit peu comme vous la tête dans le guidon, avec ces vies à 200 à l'heure, vous faites le tour du monde en permanence, vous êtes dans différentes villes, dans différentes cultures, qu'est-ce qui fait, et on en arrive effectivement à ce déclencheur, qu'à un moment donné, on se dit stop, je vais faire différemment. D'abord, vous, ça paraît très clair, hein, l'accident. Oui, parce que justement, je n'avais pas écouté les signes faibles avant. J'avais le complexe de Wonder Woman qui peut tout faire, qui peut travailler, avoir un enfant, tout continuer, tout mener de front. Donc c'est ça aussi le côté coriace, c'est qu'on ne m'aura pas comme ça. Donc les signes faibles, je ne les ai pas écoutés. Je pensais que si je voulais, je pouvais. Et puis j'avais aussi cette injonction de faire plaisir. Donc je pratiquais tous les sports à risque, parce que un peu addict à l'adrénaline. Hein. Dont le canyoning. Dont le canyoning. Et là, il y a l'accident. Et là, forcément, arrêt. Arrêt et même mort, puisque je suis partie de l'autre côté, oui. Ouais. Et là, la réalisation que la mort n'est qu'un passage, et ça, je peux en parler de première main, et que je suis revenue de cet autre côté par amour pour mon fils, qui avait 5 mois à l'époque. Et même si j'étais de l'autre côté dans un bien-être absolu, le rire entendu dans cet état de mon fils de 5 mois m'a dit « Ah non, mais là, tu peux pas partir comme ça. » Ouais, c'est votre fils que vous entendez. Hein. Oui. Il rit à ce moment-là. Oui, alors qu'il n'est absolument pas avec moi physiquement. Bien sûr. Hein. Je ne l'ai pas emmené faire du canyoning à 5 mois. Et c'est là où je dis « Non, je ne peux pas rester. Je dois revenir. » Tous ceux qui ont évidemment, et Dieu sait que on en a beaucoup qui sont installés sur ces canapés, qui nous parlent de ces EMI, évidemment. Et beaucoup nous disent que mettre des mots sur cette expérience-là est difficilement faisable parce que c'est tellement quelque chose qu'on vit, qui vous submerge complètement et qui est magnifique, grandiose. Enfin, tous les mots nous manquent. Oui. En revanche, quels sont vos mots pour essayer de le décrire ? Tout simplement un état de bien-être absolu. Plus de souffrance, plus de douleur. Est-ce que vous voyez des couleurs ? Est-ce que vous voyez des êtres ? Est-ce que vous voyez des choses comme ça ? Oui, en fait, moi, j'étais couchée dans l'herbe, alors que dans la réalité, dans mon corps physique, j'étais dans l'eau, dans une eau froide en plus. Hein. Et là, dans ce moment, j'étais couchée dans l'herbe avec une hypersensorialité, c'est-à-dire que la lumière me transperçait. J'étais lumière et je sentais les herbes autour de moi et j'avais des insectes qui s'occupaient de moi. C'est ça, j'avais des conversations avec des insectes et je savais qu'ils étaient en train de prendre soin de moi. Et je comprenais tout à fait ce qu'ils me disaient, on se comprenait, quoi. Et j'étais parfaitement bien, vraiment un état de bien-être absolu, je n'ai pas d'autres mots. Parce que là, pendant le canyoning, vous êtes dans l'eau, oui. Donc vous êtes en état de noyade ? C'est-à-dire que j'ai eu une rupture de l'aorte. C'est ça. Voilà. Mais bon, à ce moment-là, je ne savais pas. J'ai fait comme un énorme plat parce que j'étais trop fatiguée. Et même si j'avais l'expérience du canyoning, ma tête a demandé à mon corps d'être tonique et mon corps a dit « je ne peux plus ». Voilà. Il n'y a plus de tonique, c'est fini. Donc, je suis tombée comme une grosse crêpe. Ouais. J'ai fait comme un énorme plat. Et là, je me suis relevée, j'ai voulu appeler à l'aide et aucun son n'est sorti. Et je suis tombée sans connaissance, heureusement, la tête en l'air. Parce que sinon, effectivement, je me serais noyée. Et là, pour moi, ça m'a semblé très long. Et après, en parlant avec le guide et les amis qui m'accompagnaient, ils m'ont dit non, ça a dû durer 2 minutes. Mais moi, j'ai eu l'impression que c'était très long, ce moment. Et en revanche, quand je suis revenue, j'ai eu l'impression d'être aspirée comme dans un siphon. Là, c'était l'inverse, quoi. Une douleur, comme si on m'avait enfoncé un poignard dans le dos. Et je sentais plus mes jambes. Et là, j'ai hurlé le nom de mon fils. Donc, évidemment, aucun... Les membres du groupe s'appelaient par ce nom-là. Ouais. Donc, le guide a dit « Mais c'est qui ?» Mais c'est qui celui-là ? Et je voulais simplement qu'on m'amène à lui. Je voulais le retrouver.
parce que je me dis, mais qu'est-ce que je fais là? Enfin, c'est avec mon fils que je devrais être en ce moment. Donc ça, c'est d'abord l'expérience d'une vie, incontestablement, Oui. et une expérience en tout cas qui va transformer votre vie. Oui. C'est à partir de ce moment-là que vous décidez de prendre conscience des choses, parce que c'est ça qui est intéressant de savoir. C'est que quand on vit une expérience comme ça, le lendemain, le surlendemain, les quelques semaines qui suivent, comment est-ce qu'on se sent? Est-ce qu'on voit la vie différemment? Est-ce que on voit notre entourage différemment, nos objectifs différents? Alors, je peux parler de mon expérience. Je pense que chacun le vit à sa façon. Alors, pour moi, il y a d'abord eu est-ce qu'on va pouvoir me sauver, parce que j'ai été élytreuillée, opérée d'urgence. Donc, il y a ces moments entre la vie et la mort. Et là, je pense que pour la première fois de ma vie, j'ai vraiment décidé de choisir la vie, justement. Je vais choisir de vivre. C'est-à-dire, la mort n'est plus concevable. Ce n'est pas une option. Je vais vivre. Je vais vivre pour mon fils. Je vais vivre pour l'amour que je lui porte et parce qu'il a besoin d'une mère. Donc déjà, une décision forte. Et après, il y a eu tout ce moment de convalescence. Et là aussi, le fait d'avoir mon fils et de vouloir le prendre dans mes bras, ça m'a beaucoup aidée. Mais ça a été long dans mon cas parce que quelque part, j'avais ce conditionnement d'hamster, quoi. C'est-à-dire, je suis vite retournée dans la roue. Ah oui. Ah oui. Ah quand même. Ah oui. Ah oui, il n'y a pas eu de... Non, j'y retourne pas, quoi. Non, parce que quelque part, c'était encore ce complexe de Wonder Woman. Je suis plus forte que ça. J'avais 3 mois d'arrêt maladie, je suis retournée au travail au bout d'1 mois. Donc, dépression 6 mois plus tard. Et oui, on résiste. Enfin, j'ai résisté. J'ai résisté parce que le conditionnement était très fort. Et puis, je voulais montrer que j'étais forte. Je pense qu'il y avait tout ce formatage. Donc, il a fallu encore plusieurs coups. Mais ça a été vraiment une expérience fondatrice et qui a semé des graines que j'ai mis du temps à récolter quand même. Vous l'avez dit à votre fils? Ah oui, il est au courant. Oui, bien sûr. Et c'est vrai qu'on a une relation extrêmement fusionnelle dans le sens où il m'a sauvé la vie et je lui ai sauvé la vie 18 ans plus tard aussi. Donc il y a eu un partout, balle au centre. Et on va voir si ça serait intéressant, bien sûr, de voir au travers de votre éducation, puisque vous le dites, vous avez été, moi j'ai l'habitude de dire engrammé comme ça, mais on sent qu'effectivement il y a quelque chose chez vous du complexe de Wonder Woman, quelque part, comme vous l'évoquez. Voir si vous avez fait ce petit travail d'introspection, de régression peut-être, ou de transgénérationnel pour aller voir ce qui se cachait derrière. Le déclencheur, Christophe? Moi, j'aime cette idée de la roue, le hamster qui court. Et j'avais vraiment l'impression d'être ça. C'est-à-dire que chaque pas que je faisais, plus 3, c'était plus 4, et puis plus 10, et puis plus 30. Et quand je suis rentré du désert, j'ai fait plus 30, et que mon patron m'a dit, mais c'est pas mal, mais tu aurais pu faire plus 32. Là, j'ai senti le sol qui se délitait sous mes pieds. Mais c'est pas possible, il y a quelque chose qui va pas, là, on peut pas. Dans la nature, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Il y a un moment où la croissance se fait différemment, on solidifie par les racines. Et il y a eu quelque chose en moi qui a été déclencheur sur cette ambition que j'avais. On m'avait promis des postes qui sont jamais venus. Bon, ça, c'est, on va dire, le système de l'humain. Et puis, il y a mon corps qui a réagi aussi. Alors, j'ai pas vécu l'accident aussi brutalement et frontalement, fatal et sûr, définitif que ce qu'aurait pu vivre Carole. Mais j'ai eu un moment où j'étais dans ma douche et j'étais bloqué comme ça. Je ne pouvais plus parler. Et on m'a porté comme un mec de plâtre, une statue, à l'hôpital. On a fait tout un tas de IRM et machin avec toutes des machines. On m'a dit non, en gros, ça va. C'était juste que mon corps disait stop. Il n'y avait pas de symptômes, il n'y avait pas de blocage quelque part, il n'y avait rien à opérer. C'était juste le corps qui disait, comme une antenne, en disant, mais non, c'est fini là. Est-ce que tu vas comprendre? Le plat est resservi jusqu'à ce qu'il soit tellement épicé qu'on est obligé de l'accepter. Et là, j'ai accepté et j'ai dit, bah oui, j'arrête. Et c'était impossible dans l'entreprise dans laquelle j'étais. On part pas, c'est une belle boîte, machin. La voie est toute tracée. Exactement. Ouais. Et aujourd'hui, j'ai des gens qui viennent vers moi et qui m'admirent en disant « Mais moi, je pourrais pas faire ça. » Ou d'autres qui me disent « Mais attends, encore 1 an et je te rejoins. » Sauf que ça fait 5 ans, 8 ans, 10 ans qu'ils me disent ça. Parce que j'ai encore des stocks options, je veux valoriser le truc. Oui, sauf que vous... Ils poussent ça devant comme l'arc-en-ciel, quoi. Oui, sauf que vous, respectivement, c'est le corps qui a véritablement dit stop.
eux ne sont pas encore dans ce... Oui, alors après, ils ont quand même des Oui, mots, il y a des machin, douleurs, ils il y a des- résistent, oui, et d'accord, ils persistent et tout, jusqu'à D'accord. ce que le plat, comme je disais, soit suffisamment épicé. Il y a quelque chose à comprendre, je crois, de ce que nous envoie comme signaux faibles la vie. Et c'est cette idée qu'on a avec Carole, c'est d'aller écouter ces signaux de l'invisible. Et pour moi, ça a été vraiment puissant et j'ai décidé d'arrêter. Alors que j'avais un bon poste, une voiture de fonction, enfin tout. Et j'ai vraiment arrêté ça parce que je sentais que mon corps allait me lâcher. Et je sentais que je pouvais être plus utile ailleurs dans cette générosité de rendre service à l'autre, de le reconnecter à sa propre nature. Avant d'en arriver face au mur tel que vous l'avez vécu, chacun de votre côté, vous dites, est-ce que d'abord on peut dire que le premier signe qui nous fait bien comprendre que ça ne va pas ou qu'il faut changer, qu'il est nécessaire de s'orienter différemment dans nos vies, c'est le corps qui parle avant Oui. tout? Oui. Ah, moi, je suis certain. Sauf que le corps a ses bobos et on les sous-estime. Et on se dit, il y a un petit mal de tête par-ci, il y a un petit machin par-là, il y a un petit machin. Vous avez quand même vécu des choses assez dures, de l'hospitalisation derrière et voire un risque de survie, incontestablement. Comment, quand quelqu'un comme ça se retrouve dans une situation où il a le désir peut-être de changer, où il ne voit pas qu'il est nécessaire de changer, comment se rendre compte que le corps, à un moment donné, vous dit stop? Mais ça, c'est l'invitation que l'on a quand on fait nos stages, nos séminaires. On invite les gens à calmer le mental. C'est-à-dire de maîtriser sa pensée. Oui, j'ai des pensées mauvaises, je suis dans la course en permanence. Et l'idée, c'est grâce à la méditation, grâce à la marche dans la nature, grâce aux échanges que l'on a entre nous, c'est de calmer le mental. C'est d'avoir à l'intérieur du cerveau comme un lac qui permet de voir tomber la plume, de voir tomber la feuille et de demander ce que ça veut dire. Demandez, vous recevrez. Il y a quelque chose de très clair qui peut arriver grâce à l'intuition. De l'écouter, à quel endroit ça va. De la faire passer à travers le cerveau puis le cœur et d'aller chercher dans les tripes. Vers quelle envie ça me donne. Et si j'avais une baguette magique et je pouvais réaliser tout, qu'est-ce que je changerais? Et là, d'écouter ça. Et puis de faire le premier pas jusqu'à cette réalisation. C'est ça l'idée pour moi. C'est d'écouter ces premiers signes et de voir si ça fait sens. À quel endroit je me sens... La visualisation, c'est un truc qui permet de se mettre en situation. Et si mon corps me dit « mais c'est bien ça, je me sens bien, je comprends pas tout, mais il y a quelque chose qui me plaît, qui me parle », et ben c'est l'invitation à aller vers ça et de le mettre en place dans sa vie. Mais d'où la nécessité d'être accompagné, parce que ce ressenti-là, même si les gens parfois en prennent conscience, il est difficile à analyser, il est difficile à comprendre. Et on va peut-être le ressentir quelques instants, on réfute le truc et on repart évidemment dans notre vie effrénée. Bien sûr. C'est d'où la nécessité d'être accompagné. Oui, le conditionnement est très fort. Enfin, je peux en parler à la première personne là aussi. Si on n'a pas quelqu'un dans un moment comme ça crucial de transition, qui puisse nous dire, voilà, parce que par exemple, l'expérience que j'ai vécue de mort, personne ne me croyait. Donc à un moment, on n'en parle plus. Même mon mari ne comprenait pas ce qui m'est arrivé. Oui, c'est un rêve. Non, c'était pas un rêve. Mais comment je l'explique? Parce que c'est l'expérience qui en parle. Donc, comme on a envie d'être dans la conformité, ça aussi, conditionnement, conforme, eh bien, petit à petit, on y retourne et puis on dit, Mais on lâche l'affaire. on lâche l'affaire. Et puis, tout à coup, on pédale dans la choucroute. C'est-à-dire, il y a des signes, effectivement, le corps, mais il y a aussi des blocages, des choses qui n'avancent pas dans sa vie, une insatisfaction chronique. Donc, il y a un ensemble de facteurs, la gestion des émotions. Tout ce déséquilibre, il se manifeste. On peut mettre son mouchoir dessus un petit moment, mais ça revient. C'est comme une fuite d'eau. Si on ne la traite pas, au bout d'un moment, c'est tout l'étage qui est inondé, puis le suivant, etc. Donc, on a beau faire, ça se voit de plus en plus, ça se sent de plus en plus. Donc, effectivement, être accompagné dans des moments clés, ça permet de gagner beaucoup de temps, de s'éviter beaucoup de douleurs. Et c'est vrai que moi, j'aurais aimé être accompagnée à cette époque-là. Et l'accompagnement que vous proposez au travers des immersions dont on va parler dans un instant, on n'est pas obligé de les faire avec en ligne de mire un changement de vie. C'est ce que j'allais dire. L'idée, c'est pas que tout le monde révolutionne sa vie. C'est juste de prendre conscience de petits aménagements qui pourraient être bénéfiques. Par exemple, nous, on propose un rituel tous les matins de réveil du corps.
Si chacun fait ça tous les matins, mais on se sent déjà beaucoup mieux. Donc on va pouvoir écouter. On n'est pas obligé tous de démissionner, de partir avec son bâton dans la montagne de et divorcer, bien sûr, voilà, de tout casser. Non. L'idée, c'est d'amender ce qui est amendable et de voir à quel endroit on peut mettre plus de nature, plus d'essentiel dans cette course qui est nécessaire. Et on est dans un système où il faut produire de l'argent, où il y a des choses à vendre, des choses à acheter. On ne dit pas qu'il faut tout casser de ça. On dit qu'il y a un tuning à faire. Et de le prévenir avant que le burn-out arrive. On a vu des gens qui venaient avec un sac à dos énorme, qui était à 2 doigts du burn-out. Et le fait qu'ils retrouvent confiance dans la vie, qu'ils retrouvent confiance dans la nature, qu'ils sachent admirer un lever de soleil, pas dans l'avion quand ils vont à New York en disant oui j'ai vu le soleil, mais posés sur un caillou avec un sandwich et le petit café du matin et qui sont là en disant mais qu'est-ce que c'est beau, je ne l'ai pas vu depuis que j'ai tout petit. Il y a quelque chose là qui remet les choses à leur place. Parce que l'idée reçue qu'on a aussi, c'est de se dire que dans cette évolution de transformation parfois, ou de prise de conscience, ou d'éveil, ou on l'appellera comme on veut, on a l'impression que le truc est abyssal et que c'est l'Everest, quoi. Et ça va être douloureux, ça va être long, ça va être pénible, alors que quand on vous entend, Christophe, vous parlez de petites choses qui font la différence. L'idée, c'est de se débrancher du jugement. C'est de débrancher la dualité. C'est bien, c'est mal. Nous, ce qu'on propose, c'est le chemin vers le chemin du milieu. Trouver l'équilibre entre le masculin et le féminin. Trouver l'équilibre entre le bien et le mal. Trouver quelque chose qui a de la générosité, du sens pour la personne, pour soi-même, et de rayonner. C'est l'amour contagieux, c'est l'amour que l'on veut porter. D'abord à soi-même, se respecter, et puis le rayonner auprès des autres. Et ça, comme on vient de se dire, c'est des petits aménagements. Un sourire, dire bravo à un serveur qui arrive avec le café et une petite blague, plutôt que de dire « encore un café ». Ce sont des petits aménagements qui permettent de rendre la vie, même celle dans la roue de l'hamster, acceptable pour soi et pour les autres. Donc, avant que le plat arrive trop épicé et qu'on aille jusqu'à cette révolution dont on vient de parler, il y a des choses qu'on peut amender avant et qu'on peut transformer pour soi-même et pour les autres. Bon, parlons des outils que vous préconisez au travers des immersions. Encore une fois, je vais les évoquer dans 2 minutes. Quels sont ces outils ? On parlait de la méditation, vous parlez du petit rituel que vous mettez en place, notamment le rituel du lever, c'est ça, non ? Du matin, non, comment vous dites ? Oui, c'est l'éveil corporel, en fait. C'est juste de se dire bonjour à soi-même dans un yoga avant le petit déjeuner, avec des rites tibétains, enfin des petites choses comme ça qui sont de remettre le corps en fonctionnement. Qui a embarqué l'autre dans cette histoire ? On s'est donné la main, je crois. Qui donne la main à l'autre ? Il y a eu un geste comme ça de l'un vers l'autre. C'est aussi un de nos points communs, parce qu'on a eu tous les deux... toi, tu emmenais tes comités de direction dans le désert. Et moi, j'ai découvert les vertus de ces immersions dans la nature à travers justement un accompagnement, le guide qui m'a permis de me soigner et de me guérir. Et donc, c'était en Provence en 2015, et ça a été aussi un déclic de me dire, mais c'est tellement puissant, cette immersion dans la nature. Il n'y a rien à dire, en fait. C'est la nature qui nous transmet ce que chacun a besoin de recevoir. Tous ceux qui sont allés dans le désert, notamment, reviennent changer. Tous. Oui. Tous ceux qui ont fait des bivouacs, en se réveillant le matin comme ça, ou en dormant presque à la belle étoile, ou en mangeant avec toujours des infrastructures bien faites, il y a toujours, toujours ce qu'il faut pour manger, etc., etc. Même si on est dans un petit côté un peu roots, reviennent de ces expériences-là transformées. C'est beau. Ah, mais c'est ça qu'on revendique, nous, justement, c'est ça. Moi, quand je suis parti la première fois dans le désert avec mon équipe de direction, ils étaient tous calfeutrés. Il y en a un qui était venu avec une valise de biscuits en disant « je vais avoir faim » et tout. Alors que le couscous qu'ils arrivent à faire au milieu du désert, dans le sable et tout, c'est... Et au bout du 2e jour, tout le monde avait sorti son lit et ils dormaient tous à la belle étoile. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se passe, c'est comme un déclic. C'est exactement ça. Alors, c'est le fait d'être seul au milieu de cette immensité, c'est l'immensité qui fait que ça a un impact sur vous. Qu'est-ce qui fait qu'il y a ce ressenti précisément dans cet endroit-là ? Pour moi, c'est un rééquilibrage naturel. C'est-à-dire que de se remettre au cœur de la nature, ça vient rééquilibrer. C'est comme quand on prend une bonne douche, quoi. Ça vient nettoyer, ça vient enlever. Et puis, dans le symbole du désert, il y a quand même cette dépixelisation. C'est-à-dire que c'est comme si on enlevait
toutes les choses matérielles. Et on remet les Legos devant soi, et puis on dit, tiens, ça, celui-là, je le garde, celui-là, j'en ai plus besoin. Et donc, c'est comme une reconstruction de soi-même, grâce à cette dépextilisation qui se met en route. Vous n'aviez pas fait le désert, Carole? Non, ça c'est Christophe qui m'a emmené dans le désert. Moi, je l'ai emmené en Provence. Il m'a emmené dans le désert. Oui, parce qu'il n'y a pas besoin non plus d'aller à l'autre bout du monde pour être dans cette énergie dont vous parlez, dans ce ressenti dont vous parlez. Tout à fait. Le désert, c'est vraiment la dématérialisation. Mais par exemple, la Provence, que nous faisons toujours au même moment dans l'année, c'est-à-dire vraiment la pleine lune du Vésac est une pleine lune, la pleine lune la plus transformatrice de l'année. Là, c'est aussi une renaissance. C'est la renaissance de la nature, c'est une renaissance pour nous. Là aussi, l'énergie de la Terre, les vibrations de la Terre à cet endroit-là, qui sont connues depuis l'Antiquité, vont avoir un effet de nettoyage. On passe au Karcher, quoi. C'est le grand nettoyage de printemps. Pour renaître à autre chose, ce qui se passe dans la nature tous les ans au printemps et qu'on a oublié dans nos villes. Et quand on est dans la nature, on se rend bien compte de cette explosion. Et on la vit aussi, puisque notre corps est porteur exactement des mêmes lois. Alors, on a mis des sessions que vous nous avez données. Alors, il y a celles qui sont passées, évidemment, hein, celles de mars, de mai. Puis il y a les autres qui arrivent dès la fin de ce mois. À la fin de ce mois, on part en Crète, exactement. Wow, magnifique. Du 28 juin au 7 juillet, il y a le Mercantour au mois d'août, et puis il y a le désert, donc effectivement, au mois d'octobre. Racontez-nous une histoire. Vous savez, moi j'aime bien, sur les réseaux sociaux, vous avez de temps en temps les avant-après. Les gens qui achètent des ruines, qui les reconstruisent et qui en font un truc absolument magnifique, etc. Dans ceux que vous accompagnez, est-ce que vous avez un ou deux exemples de personnes qui arrivent, alors pas en ruine nécessairement, mais en tout cas qui arrivent avec un certain état d'esprit et qui, à l'issue d'une immersion comme celle que vous proposez, soit dans le désert, soit en Provence, soit en Crète, sont transformés? Carole, vous avez un souvenir précis? Alors, le mot état d'esprit que vous avez cité, c'est exactement ça. S'il y a un changement, c'est bien d'état d'esprit. C'est-à-dire, votre vie est la même, mais votre état d'esprit, votre façon de la voir a changé. Et ça, c'est une constante pour tous les participants. Ils vont pas avoir le déclic au même moment, mais ils ont tous un déclic, ils vont changer d'état d'esprit. Alors, pour parler d'une anecdote, il y en a eu une particulièrement impressionnante d'un jeune entrepreneur qui était venu avec nous dans le Mercantour. Et il était là avec sa partenaire. C'était un peu elle qui avait forcé. Hein, c'est souvent les femmes qui sont initiatrices. Voilà. C'est vrai. Donc, il était là un peu sur la réserve en disant « Oui, la nature, c'est bien joli, mais enfin bon, ça va 5 minutes. » Un peu en retrait. Ouais. Et puis, à un moment, on marchait sur les sentiers et il voit une plante et il me dit « Qu'est-ce que c'est que cette plante ?» Je lui dis « Ça, c'est un chardon. » J'ai jamais vu ça. Un gros chardon, je sais pas. Bon. Tout fermé. Je lui dis, écoute, si cette plante t'appelle, c'est qu'elle a quelque chose à te dire. Pas très beau en plus, un chardon. Hein. Oui. C'est pas on s'émerveille pas devant un chardon. Hein. Surtout fermé comme ça. Fermé avec plein de piquants. Plein de piquants. Mais lui, ça l'a appelé. Okay. Donc, je lui dis, si elle t'appelle, c'est qu'elle a quelque chose à te dire. Et là, il m'a regardé du style, un chardon, une plante qui va me dire un truc à moi. Enfin, je sentais qu'il était très sceptique. Ouais. Je continue mon chemin. Et je ne sais pas ce que la plante lui a dit, puisqu'il ne me le raconte pas. 4 jours plus tard, un autre chemin, il se trouve que j'étais encore à son niveau, et là, je vois un autre chardon, mais cette fois-ci qui s'était ouvert. Et je lui dis, regarde, encore un chardon, mais cette fois-ci, c'est ouvert, comme ton cœur. Et là, il commence à pleurer. Je lui dis, je crois que ce chardon a encore quelque chose à dire. C'est sûr. Ouais. Donc, je continue mon chemin. Et puis, on se retrouve tous justement à un col avant d'aller vers un lac d'altitude. Et il ne vient pas. Donc, on commence à trouver le temps long. Donc, Christophe va à sa rencontre. Et puis, il nous retrouve et on voit qu'il avait beaucoup pleuré. Bon, des choses qui arrivent puisqu'on se nettoie. Énergétiquement, ça peut passer par des pleurs, évidemment. Et puis, le dernier jour, quand on fait notre partage, il a vraiment changé parce qu'il avait reconnecté avec une grande douceur qu'il n'osait plus exprimer, je pense, depuis des années. Et là, il nous dit, je ne croyais pas qu'une plante puisse me dire autant de choses. Il me dit, mais d'ailleurs, je ne me souviens plus du nom de cette plante. Je lui dis, tu sais, c'est un chardon, un char dont on a perdu la clé. Ah ouais. Et c'était vraiment l'image de son cœur qui était fermé depuis tant d'années et qui s'est ouvert avec cette rencontre. Waouh. Qu'est-ce que ça a changé dans sa vie après? Il y a un suivi derrière? Vous savez ce qu'il est devenu, ce monsieur? Oui, on sait. Il a
Avec sa partenaire, il se posait la question d'avoir des enfants ou pas. Ok. Et elle est tombée enceinte. Ok. Et ses enfants ont été un énorme apprentissage pour lui par rapport à sa propre enfance. Donc déblocage, Des blocages, oui. nettoyage, peut-être aussi rééquilibrage Tout à fait. Et surtout ouverture du cœur. et ouverture du cœur. C'est fou comme ces gens qui arrivent avec une espèce de cuirasse comme ça, là, qui semble indestructible, impénétrable, face à un chardon. Non mais c'est vrai, la symbolique est incroyable. Qu'est-ce que va me dire la plante? Mais c'est pour ça qu'on dit que 5 jours avec nous, ça équivaut à 5 ans de thérapie. On va pas aller chercher la raison du pourquoi du seau, du bac à sable. On va juste se laisser impacter par les choses que la nature a à nous dire. Et là, le programme s'appelle, les 5 voyages, ça s'appelle Rencontre avec la beauté. L'idée, c'est d'aller à la rencontre de la beauté. Ces 5 endroits sont juste merveilleux. Ils sont purs, ils sont beaux. Et l'idée, c'est que les merveilles existent. Ce qui manque, c'est d'émerveiller. Et notre ambition, c'est d'être un peu les guides de cet émerveillement. Le proposer, le mettre en place pour qu'il arrive. Et moi, je me souviens d'un grand patron de l'industrie pharmaceutique qui était avec nous, qui marchait, on fait un départ très tôt, il fait nuit, il a peur. Et quand on arrive tout en haut, il pose son sac et là, le soleil se lève. Il se met à pleurer. Ah, ouais. Il se met à pleurer. Le gars, il a des milliers de personnes. Il est dur en affaires. Il est coriace, comme la businesswoman qui était Carole avant. Et là, d'un seul coup, un lever de soleil, Il lâche. il lâche, ça nettoie et il reprend confiance dans la vie. Il reprend confiance dans sa vie. Il reprend confiance dans l'investissement qu'il peut faire avec du sens. Ça veut pas dire qu'il va quitter son boulot, ça veut pas dire qu'il va tout casser, ça veut dire qu'il va le faire avec beaucoup plus de respect, beaucoup plus de sens, beaucoup plus de générosité et j'ai envie de dire avec beaucoup plus d'amour. Question un peu provocatrice, mais je suis là aussi pour vous pousser un peu dans vos retranchements. Tous ces lieux, évidemment, il y a beaucoup d'immersions et il y a beaucoup de voyages comme ça, spirituels, qui sont proposés. Il y en a à foison de tous les côtés, etc., etc. Quelle valeur ajoutée vous avez, vous, sur ces lieux que d'autres proposent aussi? Pourquoi vous? D'abord, c'est qu'on est deux. Cet amour que l'on porte l'un à l'autre, il se voit, il rayonne. Très souvent, on dit « Ah, c'était bien !» Et en même temps, de vous voir vivre, c'est un exemple pour nous. Donc, il y a cette dimension-là. L'autre chose, c'est que on fait un suivi. Comme je disais tout à l'heure, les séminaires, c'est l'ère des semis. Donc, les 5 jours, les 7 jours ou les 9 jours avec nous, c'est un moment où on va semer, on va nettoyer, on va aller chercher la graine. Et puis, on va la planter dans le terreau. Et puis par la suite, on continue à avoir des contacts avec eux. On a une réunion qui s'appelle le défi de l'amour tous les mois, où on est en Zoom, Ouais. on se réunit et on parle de ce qu'on a vécu comme expérience d'amour, positive, négative. J'ai besoin d'aide, j'ai besoin de comprendre. Et donc nous, on apporte avec une méditation, un soin, mais les gens apportent entre eux aussi de prendre soin de cet amour. Donc l'idée, c'est que il y a pas de choses mercantiles. On ne vend pas ça. On est généreux dans ça. Et je crois que c'est quelque chose de très différent que l'on apporte sur ce marché, comme Oui, qui existe, il est dit, mais- qui existe et Bien qui sûr, est là. bien sûr. Et c'est pas des vacances. C'est-à-dire que on n'est pas. Parfois, ils viennent des amis avec nous. Ah, mais j'ai envie de venir avec vous. Ah oui, mais t'es pas pareil. Non, mais attends, là, je vais te dire des choses qui vont te bousculer. Je vais te dire des choses. ça. Oui, mais j'aimerais bien qu'on boive une bière. Bah non, là, ce soir, c'est pas le moment. On va aller faire un dessin, une danse. On va aller écouter les abeilles et tout. Ah oui, mais je voudrais qu'on rigole. Non. Et donc, il y a quelque chose qui est différent. C'est-à-dire que vu de l'extérieur, c'est un voyage de plus. Et en fait, pas du tout. Chaque fois, c'est quelque chose qui est renouvelé. C'est pour ça qu'on s'appelle chemin faisant. C'est qu'on connaît l'heure et l'endroit du départ, on connaît l'heure et l'endroit de l'arrivée. Au milieu, ce qui se passe, c'est de l'adaptation permanente. On écoute, on entend les gens, il y a le temps qui change, on a une lecture qui nous invite à aller dans tel endroit. Et ça, pour moi, c'est que ça ressemble à la vie. Dans la vie, on a envie de contrôler, d'avoir sa retraite, d'avoir ses points. Mais il y a un moment où la vie vient frapper au carreau. On dit, et s'il y avait une petite surprise là? Mais l'invitation que l'on a, c'est justement de se préparer à ça. Et on pense vraiment que la nature, c'est le meilleur endroit pour apprendre à vivre. Est-ce que justement, on pourrait, quand on vous entend comme ça, avec l'enthousiasme et la douceur que vous avez tous les deux au travers de ce que vous nous racontez dans vos expériences respectives, est-ce que la transition entre les immersions que vous vivez et que vous faites vivre aux autres et la réalité, enfin le retour à la réalité de la vie, c'est violent. Ça doit être violent. En tout cas, c'est l'image que je m'en fais, Carole. Alors, justement, nous prenons soin de l'atterrissage. C'est ça. C'est ça.
Et je pense que l'appel de plus en plus, c'est qu'il n'y ait plus de différence. Hein, souvent, on dissocie la vie matérielle de la vie spirituelle. Hein, voilà. Donc là, je peux me consacrer au spirituel ou je peux me consacrer à la méditation, mais là, je suis dans la matière. Et en fait, c'est vivre la matière avec toute la richesse du spirituel. Il n'y a plus de séparation. Donc, on fait en sorte de prévoir des atterrissages en douceur, de prévenir, de dire même au moment où les gens décident de leur voyage, fais attention d'avoir un sas au retour. Hein, vous savez, comme un jeûne, on ne va pas recommencer à manger la même chose qu'avant. Donc, pour qu'il y ait cette assimilation, cette intégration. Et ce qui est aussi fort, c'est que par rapport à la valeur ajoutée dont vous parliez tout à l'heure, c'est la nature qui est le maître pour nous. C'est-à-dire, la nature, c'est pas juste un bel écrin dans lequel on va faire des enseignements. Non, c'est la nature le maître. C'est-à-dire qu'ils restent toujours en contact avec leur maître. Aller dans la nature, c'est à la portée de tout le monde. C'est proche, c'est gratuit, même l'arbre du square sur la place à côté. C'est avoir ce rapport avec la nature comme de maître à élève. Nous, on n'est pas des gourous, on a de leçons à donner à personne, on est juste là pour montrer le chemin et pour permettre, dans cette parenthèse, une écoute plus profonde. Mais l'écoute, elle se cultive tous les jours. Hein, l'écoute du corps, l'écoute de la nature. Donc oui, on met des graines et c'est eux qui vont les arroser. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, donc ça fait 4 ans maintenant qu'on accompagne, on a prévu justement cette période d'accompagnement. On les appelle aussi après 1 semaine, après 15 jours. On fait en sorte aussi qu'on ait une communauté qui se crée dans le sens où le groupe a vécu des choses très fortes ensemble et on va demander à chacun, pendant 21 jours, de planter une graine aussi, pour dire voilà ce que j'ai vécu aujourd'hui, ou voilà la lecture que je vous partage, pour créer ce sens de la communauté, cette envie de changer d'état d'esprit et de ne pas retourner, enfin en tout cas d'éviter de retourner sur le vélo, dans nos travers, à pédaler et à reprendre nos mauvaises habitudes. Après, ça dépend de chacun, évidemment. Bien sûr. Mais... Pardon, oui, on dit souvent que le séminaire, il commence vraiment à la fin de notre séjour. Eh oui, c'est ça. C'est-à-dire que, attention, là, ça va vraiment commencer. Donc, on travaille souvent, qu'est-ce que je vais raconter ? J'ai marché dans la montagne, j'ai vu des chouettes et tout, oui, maintenant. Donc là, maintenant, qu'est-ce que j'en fais dans ma vie ? Quel est le rituel que je garde ? Et il y a une lettre mode de l'alphabet que j'aime beaucoup, c'est l'esperluette. C'est ce 8 comme ça et qui part. Exact. Et pour moi, c'est le « et ». C'est exactement ça. C'est-à-dire, ce n'est pas une rupture entre le matériel et le spirituel, c'est de faire cette danse et de lier les deux. Et d'ouvrir quelque chose qui se rappelle encore une fois cette voie du milieu. C'est pas uniquement l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre pour aller ensemble. En visualisant, et en tout cas au travers de ce que vous nous racontez, moi je vois, je schématiserai les choses avec une espèce de montée en puissance comme ça on démarre de zéro, il y a le séjour, il y a une espèce d'apothéose où évidemment tout le monde vit des choses absolument fantastiques. Et puis après, effectivement, il faut redescendre et on revient à cette réalité-là. Et cette espèce de montagne russe là comme ça, elle peut être aussi éprouvante. En tout cas, on peut l'appréhender en se disant est-ce que je suis prêt à vivre ça aussi ? Ça peut être une vraie question qu'on peut se poser. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont peur d'aller confronter cette vérité. Ouais. Parce que ce qu'on reçoit, c'est des messages qui sont souvent forts, puisqu'on nettoie le tout et on voit la réalité de l'invisible, l'appel vers plus de sens dans sa vie. Et effectivement, il y a des gens qui veulent pas le voir, qui veulent pas accepter ça. Mais encore une fois, ça peut se faire par des petits pas. C'est pas forcément violent. Il y a des gens qui vous disent, qui repartent en disant j'ai vraiment tout faux. Je me suis vraiment trompé jusqu'à présent dans ma vie, où j'ai pris conscience qu'effectivement c'est pas comme ça que je dois vivre. Comme vous avez pu le faire vous à un moment donné dans vos vies respectives. Je pense que pour moi, ça donne le courage aux gens d'aller changer les petites choses. Des réglages. Mais d'aller prendre conscience qu'on a complètement raté sa vie. On ne peut pas rater sa vie. Enfin, on est déjà quand on est déjà sur le chemin. Non, mais en tout cas, de gens qui prennent conscience qu'il est nécessaire. Qu'il y a un décalage, d'amender des choses, de faire du tuning, ça, clairement. Ça, c'est vrai. Oui, qu'il est nécessaire de prendre soin d'eux. Pour moi, c'est l'équivalent d'un rééquilibrage d'une voiture. Si je sens que la direction de ma voiture va toujours d'un côté et que je risque de me mettre dans le ravin, je vais chez le garagiste, il rééquilibre ma voiture, après je suis en confiance. Mais là, c'est à peu près la même chose. C'est de l'hygiène énergétique, c'est-à-dire si je sens que je suis en train de prendre
un chemin qui m'emmène droit dans le mur, il vaut mieux que j'aille chez le garagiste, que je me rééquilibre, et après, je continue ma route en confiance. C'est plus doux, en fait. C'est plus un rééquilibrage. Alors, il y a 5 voyages par an. Il y a le chemin alchimique, le chemin du cœur, le chemin vers notre part divine, le chemin de l'autonomie, le chemin vers soi-même. Chaque voyage a une intensité différente. Il a une intensité, il a une saisonnalité qui est différente. Menorca, c'est au début du printemps, et chaque voyage a une couleur comme ça, qui est liée au lieu, mais qui est liée à la saison. Et le désert, par exemple, c'est un moment de clôture, un moment de récolte à la fin de l'année, de la saison. Il y a quelque chose qui se passe où on va aller justement choisir ce que je garde, faire le tri du grain et de l'ivraie pour être le meilleur de soi-même. Donc oui, chaque voyage a une couleur différente. Et ils sont composables comme on veut. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un ordre. Oui. On n'est pas obligé de faire le 1 ou le 2. Oui. Il y a une disposition, une prédisposition à certains endroits, parce qu'il y a des endroits qui sont vraiment très puissants. C'est des endroits qui sont connus depuis très longtemps. La Crète, par exemple, c'est un endroit mythologique hyper puissant. Et on est coupé de tout à chaque fois, quel que soit l'endroit où on est ? Le désert, vous êtes coupé de tout. Le désert, on est coupé de tout. Et ça, c'est vraiment l'endroit où on est le plus coupé. La Crète, tout ça. La Crète, non. Il y a des points où on retourne en ville. Où d'accord. En fonction de l'endroit où on dort, on est. Mais quand on est itinérant, effectivement, on demande à ce que les téléphones soient. Il n'y a pas de téléphone. Arrêtés. Ou mis sur avion. Ça commence déjà par là, peut-être. Le fait de couper commence déjà par ça. C'est déjà une vraie belle expérience. C'est déjà, oui, bien sûr. Le coup de cœur, quel est celui où vous faisiez le désert? J'imagine. Non, moi je ris parce qu'à chaque fois qu'on fait un séminaire avec Carole, je dis j'aime bien tous nos séminaires, mais celui-là, c'est vraiment mon préféré. Ouais. Mais je le dis à chaque fois. C'est qu'il y a quelque chose à chaque fois qui vient. Ouais. Et donc ça fait plusieurs années qu'on fait ça. Et à chaque fois, c'est toujours jamais pareil. Carole ? Mais c'est toujours une expérience en fait. Le désert, c'est la lumière parce qu'il n'y a rien d'autre. En fait, il y a le sable, la lumière, le vent. Le silence. Alors que, par exemple, Menorca, au début du printemps, mais c'est l'explosion justement du végétal, l'explosion de l'animal, tout qui se réveille après l'hiver. Donc chaque voyage a son charme. La Provence, on va à un endroit qui s'appelle Théopolis, donc le nom parle par lui-même. Et un autre endroit qui s'appelle le Paradis. Donc c'est toujours une ascension. C'est un chemin qui est à chaque fois différent. Moi, ça fait 10 fois que, par exemple, la Provence. Donc moi, j'ai un attachement particulier pour la Provence parce que c'est là où tout a commencé. Et c'est une phrase de Christophe, tu vas la dire toi. Toujours jamais pareil. Oui, c'est ou ça. Jamais toujours pareil, comme on veut. C'est jamais pareil comme toujours. Enfin, il y a quelque chose. Mais oui, c'est exactement. Tu peux la garder, ça. Merci beaucoup. Je la trouve très très bien. Et dans les deux sens en plus. Oui, ça marche dans les deux sens. Extraordinaire. J'adore cette phrase. Mais c'est vrai que c'est assez passionnant d'entendre de quelle manière un voyage comme ça, en immersion comme ça, même si on en est conscient, et tous ceux qui regardent cette chaîne évidemment savent qu'il y a des tas de possibilités d'immersion, mais il y a les immersions qu'on incarne et il y a les autres. Et vous incarnez ces immersions-là. Et ça se sent au travers de la complémentarité de vos énergies. Et ça, on sent bien le truc. Bon, après, moi, j'aime bien un peu de confort. Ah oui. Qu'est-ce que ça veut dire un peu de confort? Je vais prendre une douche et je... Monsieur est exigeant. Check, on a. Ça va. Non, mais ça, c'est de temps en temps... Dans le désert, on a même le luxe de douche avec de l'eau, pas avec du sable. Vous vous rendez compte? Qui sont les gens qui viennent dans vos voyages? C'est des gens qui sont en transition, des gens qui recherchent un peu plus de sens dans leur vie. C'est des gens qui ont besoin, d'authenticité. C'est des gens qui ont besoin de beauté. Très souvent, on travaille dans des lieux qui sont un peu compliqués, qui sont pas toujours beaux. Donc, ce sont des gens qui ont besoin de cette reconnexion à une vraie nature. Ça peut être des collectifs, parce qu'on emmène des gens qui font partie d'une même entreprise. Ça peut être des individuels qui viennent comme ça ponctuellement. On a eu aussi, par exemple, des pères et des filles, ou des mères avec leurs filles. Et ça, c'est très beau aussi. Et qui viennent avec des frictions au départ. Avec des choses à poser.
Et là, les langues se libèrent, les machins, et tout le monde repart bras dessus, bras dessous. On a vu des choses qui étaient... et dans le moment, c'est assez compliqué à gérer. C'est assez, mais il y a un accompagnement, et la nature vient là pour apaiser tout. Et le fait que tout le monde vienne avec ses bagages, j'entends par là les bagages émotionnels, les bagages de vie, pas avec, évidemment, toutes ces... Non, mais le fait que tout le monde... j'imagine que dans les premières heures, tout le monde se regarde, personne ne se connaît. On ne sait pas très bien qui dit quoi, qui a vécu quoi, qui a envie de se livrer, de quelle manière. Alors justement, moi j'ai travaillé dans la formation pendant 20 ans, donc c'est vrai que travailler sur la cohésion de groupe, l'accueil de personnes qui ne se connaissent pas et aller plus vers l'intimité. Alors ce nettoyage ne passe pas par la parole, c'est-à-dire le nettoyage est avant tout vibratoire, ce sont les lieux qui vont nettoyer. Après, il y a aussi des moments d'échange, parce que le fait de mettre des mots sur les expériences, ça permet de les intégrer. Il y a des cercles de parole, j'imagine, où on partage. Oui, il y a des cercles de parole, mais on y va de façon très délicate, c'est-à-dire qu'au début, on laisse faire. Le voyage, il est avant tout personnel et individuel. Chacun va vivre de façon très intime ce qu'il a à vivre. Et il n'est à aucun moment obligé de partager. C'est ça. Donc, nous, on facilite, c'est-à-dire qu'on va permettre de briser la glace, que les gens osent se dévoiler un peu, mais ce qu'ils veulent. On a des jeux, on a toute une technique qui vient avec la formation. Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus dans le silence de l'immersion de la nature que les déclics vont se faire. Dans les silences, ça veut dire qu'il y a des gens qui peuvent très bien volontairement s'isoler, tout à fait, être dans leur coin, introspection, méditation, et vivre la chose de cette manière-là, sans avoir à partager avec le groupe. Sans avoir à l'expliquer, sans avoir à se justifier, absolument. S'il le souhaite. L'idée, c'est de venir aussi avec de la joie et de la confiance dans la vie. Donc ce qu'on organise, c'est des présentations un peu... je vais présenter quelqu'un que je connais pas, et on découvre des choses grâce à une carte ou un petit jeu. Ce qu'on fait aussi, c'est que chacun va préparer le dîner par des équipes aléatoires. Donc chacun vient avec sa petite recette du Pays Basque ou de Bretagne. Et là, c'est énorme, parce que là, on découvre l'amour autour de préparer un plat pour les autres. Et là, il se crée des choses qui sont pour moi beaucoup plus nettoyantes, beaucoup plus belles, que de dire, oui, moi aussi, on m'a volé mon seau, avec des choses qui peuvent être plus graves que ça. Mais typiquement, ce genre de choses que l'on trimballe, nous, on va pas ouvrir cette boîte de Pandore. L'idée, c'est de dire, il y a eu quelque chose, certes, poubelle. Maintenant, comment je fais pour nettoyer ? Que ce soit ci ou ça, le fait générateur, il y a eu quelque chose. On n'est pas obligé d'aller le décortiquer, le décrire. C'est d'aller maintenant, qu'est-ce que je fais de ça ? Comment je me libère de ça ? Comment je nettoie ? Et comment j'avance dans l'amour ? Vous avez dit, Carole, tout à l'heure, que ça fait au moins 10 fois que vous allez en Provence, c'est ça, c'est là où tout a commencé, vous le disiez. Vous, combien de fois vous êtes allé dans le désert ? Le désert, 11 fois. 11 fois. Est-ce qu'à chaque fois, vous avez le même émerveillement, et est-ce qu'à chaque fois, vous avez le même nettoyage dont vous parlez ? Oui. C'est systématique, vraiment. Il y a toujours un truc à nettoyer de toute façon. Mais c'est toujours différent, c'est la spirale du temps. On peut repasser 150 000 fois au même endroit, on n'est jamais dans le même espace-temps. Donc nous vivons depuis une autre position, et la nature est tellement changeante. Par exemple, cette année, en Provence, c'était l'abondance, mais c'était d'une beauté. Les années précédentes, nous étions en train de nous faire du souci parce qu'il y avait de moins en moins d'eau. Et là, mais c'était l'abondance à tous les niveaux. Donc ça change, ça nous permet de voir une autre réalité, même si ce sont les mêmes lieux. Nous avons changé, les personnes sont différentes, donc tout est différent. Chemin faisant, et quand j'ai vu le titre, et c'est notamment aussi le site, cheminfaisant.live, c'est ça. Il y a une chanson qui dit chemin faisant, clopin, clopin. Ah oui. Je crois qu'il y a quelque chose comme ça. Il y a une chanson, et ça m'a évoqué ça tout de suite, et je me suis dit, c'est tout à fait en adéquation. Alors, un mot, il y a 2 petits ouvrages. Oui. Qui retrace les pérégrinations de vos voyages ? C'est différent. Chemin faisant, j'étais en Crète et j'ai reçu une canalisation parce que depuis un certain nombre d'années, je reçois des messages, ce qui a été aussi un apprentissage pour moi. Qu'est-ce que je fais de ça ? Et c'était une invitation à écrire mon témoignage, c'est-à-dire de mon expérience de vie, avec le titre. Donc j'avais le titre, je n'avais plus qu'à écrire le reste. Et donc ça a été une écriture intuitive qui relate les difficultés par lesquelles j'ai pu passer.
et qui sont le témoignage de mes difficultés et les solutions que j'ai trouvées. Hein. Donc, ça n'a pas d'autre ambition que de partager ces cairns, hein, donc pour aider des personnes qui sont dans la souffrance, qui sont perdues à retrouver un chemin de vie qui les tire vers le haut. Et riveraine, alors c'est encore autre chose. Hein, c'est joli jeu de mots là aussi. Hein. Riveraine. Alors là aussi, le titre m'a été soufflé, mais cette fois-ci par mon père. Et il était décédé depuis 20 ans. Et un jour, j'entends un message, je vais te raconter l'au-delà. Donc j'ai pris note. Waouh. En auto-édition, vous êtes en auto-édition? En auto-édition. On trouve sur le site directement? Alors oui, on peut le trouver sur le site ou nous le commander directement. Vous le commandez directement. Donc vous canalisez? Oui. Donc vous avez de l'écriture intuitive? Oui. Donc vous êtes médium? Oui. Alors, je préfère dire canal. Canal, ouais. En même temps, c'est ça, c'est une réalité. Là aussi, j'ai dû accepter, malgré mes réticences. Et de plus en plus, je fais confiance. Et c'est un jeu, c'est merveilleux, en fait, d'être guidé en permanence et puis d'accueillir. Christophe, vous avez aussi ça? Ah oui, moi j'ai ça aussi, cette intuition d'aller toujours plus loin, d'aller creuser. Et moi, j'ai vécu quelque chose de très puissant où j'ai pu sortir mon fils d'un accident au Maroc en étant connecté à l'amour. Où quand je parlais, c'était pas moi, c'était pas ma rationalité de chef d'entreprise. Il y avait des mots qui venaient. J'ai offert un matin une rose à la directrice de l'hôpital parce que je l'avais reçue grâce à Carole dans une méditation. Et la rose, elle est venue alors que je marchais toujours sur cette terrasse tous les matins, alors que elle était là, blanche, elle m'attendait. Et cette rose a changé le visage et la décision du directeur de l'hôpital qui voulait pas laisser partir mon fils. Et ça, je vais l'écrire aussi. Moi, je travaille dessus parce que je trouve ça très beau et que ça peut dépasser juste ma propre expérience. Je pense qu'il y a quelque chose à avoir confiance, à avoir foi dans la joie, dans l'amour. Ça peut ouvrir des portes. Waouh. Ça transpire chez vous en tout cas, hein, ça se sent, et je suis très content qu'on ait pu le proposer à ceux et celles qui nous regardent aujourd'hui. Alors les sessions, à l'heure où on enregistre cette émission, les prochaines, c'est en Crète, hein, ça sera pour fin juin, début juillet, on vous met ça à plein cadre pour que tout le monde puisse voir ça. Le Mercantour au mois d'août, et puis le désert au mois d'octobre. Vous avez les sessions ici, on va vous mettre le lien autour de la vidéo pour que vous puissiez évidemment entrer en contact avec Christophe et Carole. Les deux CD. Les deux CD. CD au carré. CD au carré. Voilà, CD au carré, c'est beau, c'est extra. Ça aussi, c'est quand même un signe incroyable. C'est un signe, bah oui. Qu'on a écouté et qu'on a... Christophe Dubus, Carole Damy. C'est incroyable quand même. Bon. Qu'est-ce que vous aimeriez un petit mot de la fin chacun, qu'est-ce que vous aimeriez que l'on retienne de vous au travers de ce que vous êtes venu nous présenter, votre parcours de vie, cette manière également de parler de vous, de dévoiler votre histoire. Qu'est-ce que vous avez envie qu'on retienne de vous? Pour moi, c'est d'oublier la peur, mais c'est de traverser ces peurs, d'aller... je pense que la peur et l'amour ne sont pas compatibles. Et moi, j'ai envie d'inviter à avoir confiance dans l'amour. Et du coup, de traverser ces peurs pour être en connexion avec l'amour. Il y a tellement de raisons d'être malheureux, il y a tellement de raisons d'avoir peur, que j'ai envie d'être heureux sans raison. Wow. Va passer après ça. Alors donc, Carole, quel est le mot de la fin? Moi, c'est accepter le présent du présent. Ouais. Et ça, c'est taire l'agitation mentale et pouvoir diriger sa pensée vers le haut. Quelle pratique vous avez le plus souvent lorsque vous n'êtes pas justement en immersion pour que vous soyez déconnecté de ce mental, ou que vous arriviez à apaiser ce mental? Vous faites quoi? Des rituels régulièrement, de la méditation régulièrement? Tous les matins, méditation, respiration aussi. Respiration, ouais, aussi, ouais. La respiration et le contact avec la nature. Merci infiniment. Je trouve que vous êtes beaux, tous les deux. Merci. Et encore une fois, c'est une très belle énergie complémentaire que vous avez. On sent les différences quand même. Hein. Autant vous avez des très beaux points communs, on a commencé avec ça, autant il y a une différence d'énergie qui est quand même flagrante, mais complémentaire. C'est le puzzle, exactement. Ouais, ça se connecte bien, donc c'est très très bien. Je rappelle qu'on met autour de la vidéo toutes les sessions, tous les liens, le site internet évidemment, chemin faisant, comme le dit la chanson, et puis vous allez retrouver Carole, bien sûr, et Christophe, au travers de cette émission que vous allez partager, commenter avec bienveillance, hein, évidemment, et puis tenter, essayez, faisons l'expérience, choisissez la destination. Vous avez envie d'aller dans d'autres destinations après, ou vous gardez toujours le même circuit? On est toujours ouvert à regarder d'autres, et effectivement, il y a des territoires aussi qu'on veut
explorer pour aller agrémenter. Par exemple, la Crète va s'agrémenter d'un moment sur le continent dans les météores. C'est un petit ajout qu'on veut tenter cette année. Et pourquoi le froid, par exemple? Vous n'avez pas envie de faire le froid? Ouais, j'ai vécu 20 ans en Pologne, le froid, je connais bien. Non, mais par exemple, aurore boréale, toutes ces choses-là. Oh, on a eu une en Provence Ah ouais? il y a 2 ans. Donc, oui, pourquoi pas aussi. Il y a quelque chose d'être dehors, dans la nature. Si c'est pour s'enfermer dans un igloo. Non, c'est sûr. Voilà. Non. Non, mais c'est ça, trouver le. Ouais, c'est ça. Trouver le juste milieu, quoi, ce que je veux dire. Mais il y a des destinations improbables. Quand on se baigne dans les cascades dans le Mercantour, c'est sûr. Ça descend de la montagne. Hein. Merci infiniment en tout cas. Merci beaucoup. Merci pour vos commentaires, je le disais. Et puis on se retrouve très très vite pour une prochaine rencontre. Salut à tous.